Salut à tous, vous écoutez Mediatopia, le podcast qui démystifie l'indépendance des médias. Aujourd'hui, vous entendrez les Gariberts, cofondateurs des Jours. Contraction de leurs deux noms de famille, Raphaël Garrigos et Isabelle Robert s'écrivent à quatre mains depuis longtemps. En 2014, ils quittent Libération pour lancer leur média Les Jours avec plusieurs confrères. Comment monter un média libre, indépendant et original ? Pourquoi ont-ils le sentiment d'être dans le film Don't Look Up et de devoir sans cesse alerter sur une comète que personne ne veut voir ? Entre médias indépendants et indépendance des médias, rencontre avec les Gariberts. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtriez pas ? Je suis journaliste et je suis cofondatrice des Jours.fr et j'en suis la présidente aujourd'hui. Et pour le parcours, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à Libération où on dirigeait la rubrique Écran Média et au bout de 15 ans, on a décidé de partir pour fonder Les Jours. Alors j'ai un parcours assez parallèle. Ouais. Puisque j'ai travaillé moi aussi une quinzaine d'années à Libération au service Écran Média, que j'ai quitté exactement en même temps qu'Isabelle, le 6 janvier 2015, pour travailler à la création des Jours, dont je suis un des cofondateurs et dont je suis aujourd'hui le directeur de la rédaction. Du coup, chez Libération, vous étiez tous les deux dans la rubrique média. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que vous avez une réelle passion pour tout ce qui va être médiatique, toutes les questions vraiment autour des médias ? Alors au départ, c'est un petit peu un hasard, mais pas tout à fait, parce que quand on est rentré à Libération, on y est entré en écrivant une lettre à Pierre Marcel, qui était un journaliste de Libération à l'époque, et c'était à propos de la télé. Et lui, il s'occupait à l'époque d'une chronique quotidienne sur la télé. Donc c'est à la fois un hasard et pas tout à fait, puisque on était déjà passionnés de médias, mais comme tous les débuts de journalistes, on rentre un peu là où il y a de la place et où on veut bien de nous. Donc ça aurait pu être autre chose, mais c'était les médias. Voilà. On a voulu y travailler très fort et on a réussi et on y est resté quand même assez longtemps. Et pourquoi l'avoir quitté finalement ? Alors ça, c'est vraiment lié à la création des Jours, pour le coup. Et puis après, il y a des choses personnelles, pas l'envie de devenir un vieux journaliste média, ou l'impression qu'à Libération, on avait fait un peu le tour, qu'on n'allait pas pouvoir bifurquer dans un autre service. Et après, c'est vraiment une réflexion aussi journalistique et professionnelle qu'on a eue sur on en avait marre de travailler dans un journal qui était tout le temps en train de péricliter. On a connu quasiment Libération en crise, quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu usant en fait. On a l'impression qu'on travaille un peu dans le vide, quoi. Libération avait de moins en moins d'influence ou d'écho. Enfin vraiment, nous on n'est pas partis par dépit. Je pense que c'est important parce que on aurait pu y rester, très simplement. C'est-à-dire que Libération a connu une très très grosse crise en 2014. Libération était concrètement au bord du dépôt de bilan. C'était avant d'être repris par Patrick Drahi. Et à ce moment-là, c'est vrai que nous, on s'est posé, on a beaucoup réfléchi. C'est quelque chose dont on se rend pas compte, mais quand on travaille dans un quotidien, on a vraiment la tête dans le guidon. On n'a pas beaucoup de recul par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la réflexion sur le métier. Et le fait de s'être à un moment donné posé, de s'être demandé qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est comme ça qu'est né le projet des Jours, mais c'était surtout parce qu'on avait un projet, donc on est parti pour quelque chose et pas contre quelque chose. Mais c'est bien de le préciser ça, parce que c'est vrai quand on se renseigne un peu sur vous sur internet, on a l'impression vraiment que vous êtes parti en désaccord avec Patrick Drahi, le rachat. De fait, il n'y avait pas de perspective éditoriale. Il y avait que des perspectives économiques qui étaient celles d'un plan social. La seule chose qui se passait, c'était que le plan social augmentait on disait de 50 personnes, 60 personnes, et il y avait aucune réflexion éditoriale. Alors que nous, parallèlement, au moment où Libération était proche du dépôt de bilan, étant un collectif pour le coup de beaucoup de journalistes de Libération, qui avaient réfléchi à une reprise du journal à la barre, comme on dit, et donc il fallait monter un projet, et Isabelle et moi, on faisait partie des gens qui rassemblions les contributions de tous les journalistes. Il y avait vraiment énormément de contributions qui avaient été faites. Et puis Patrick Drahi est arrivé. Le projet, je crois, a été mis à disposition de l'équipe qui allait reprendre
sans que ça n'ait aucun effet du tout d'ailleurs. Mais on s'était pris, nous, finalement, on s'était pris au jeu de réfléchir à notre métier. Finalement, on s'est retrouvés avec un petit collectif. On se retrouvait chaque jeudi chez Isabelle et moi. Chaque jeudi soir, on avait des réunions qui s'appelaient l'apéro de l'avenir. À boire un apéro et à parler d'avenir. En fait, on était dans cette année 2014 où il fallait se décider entre partir de Libération ou rester. Et au bout d'un moment, on s'est dit, partons, essayons cette aventure externe. C'est vrai qu'on recevait plein de gens dans ces apéros pour nous éclairer sur divers métiers, sur comment on monte un média en fait. Parce qu'on a une idée, mais ensuite tout est à faire, quoi. On a reçu des développeurs, on a reçu des designers, des photographes, on a reçu des scénaristes pour éprouver avec eux notre idée qu'on avait de série journalistique. Du coup, maintenant, on va parler un peu plus des jours. Qu'est-ce que c'est exactement pour les... si vous devriez le présenter à quelqu'un qui connaît pas du tout les jours. Alors, les jours, c'est un site d'information sans pub, sur abonnement, et qui a la particularité de raconter l'actualité en série. Et ces séries journalistiques, c'est ce qu'on appelle nos obsessions, parce qu'on est un peu obsédé quand on va se mettre sur un sujet. Et le principe, c'est de prendre un sujet dans l'actu, de s'y accrocher et de ne plus le lâcher tant qu'on estime qu'il n'est pas épuisé. Donc c'est des véritables choix éditoriaux faits dans l'actualité. On voulait rompre vraiment avec l'idée d'un quotidien généraliste qui va tout traiter, parce qu'on pense que non seulement c'est pas possible, mais c'est pas utile à l'ère où tout le monde a des milliers de sources d'informations. Mais en revanche, nous, ce qu'on décide de traiter, c'est cette démarche vraiment singulière de pousser à fond l'enquête journalistique, et en y apportant, ça c'est plus sur la forme, toutes les possibilités que peut apporter le numérique. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'images dans les sites d'information sur Internet, par exemple, ou que c'était des images prétextes. Donc nous, on a voulu vraiment travailler la photo et l'image, mais aussi qu'on pouvait apporter du son, éventuellement, de la vidéo. L'idée, c'était qu'il y avait toute une palette permise par le numérique qui n'était pas assez exploitée, en fait. La presse écrite avait tendance sur Internet à copier-coller, finalement, le journal papier sur Internet, avec des rubriques politiques, société, économie, comme on en voit dans le papier, et le coller sur Internet, ce qui n'a pas de sens, parce qu'au départ, ça correspond à une pagination, à des rubriques dans le papier. Quand on crée un site, de toute façon, on s'inspire de ce qui existe ailleurs, on regarde ce qui se fait, et finalement on a regardé très peu de sites de presse parce qu'ils nous intéressaient pas. Sinon, on a beaucoup plus regardé du côté de Netflix, de Spotify, d'un site de la SNCF qui s'appelait Captain Train à l'époque. Trendline aujourd'hui, et qui correspondait beaucoup plus à des sites natifs d'internet. On avait l'impression que la presse continuait dans des vieilles recettes de presse papier sans les appliquer sur internet. Et paradoxalement, on a aussi récupéré des recettes de presse écrite, papier. Je pense à une lettrine en début d'article, je pense à des exergues, à une mise en forme des articles qui existent dans le papier et qui n'existaient pas forcément sur internet. On a réfléchi à tout ce qui pouvait apporter un confort de lecture, d'amélioration sur ça, mais on voulait vraiment apporter à la fois une lecture qui puisse être zen, et puis aussi qui puisse apporter plein d'informations, d'où l'idée de ce qu'on appelle les enrichissements qui apparaissent sur le côté quand on est sur desktop, qui apparaissent aussi en lien quand on est sur mobile. Vraiment, on voulait que ce média, les jours, soit une véritable expérience pour l'utilisateur. Et d'ailleurs, le terme d'expérience utilisateur, c'est quelque chose dont on n'entendait pas parler en presse, et c'est pour ça qu'on est allé s'inspirer typiquement de Netflix, mais aussi de Spotify, de tous les sites de streaming, mais c'est pas artificiel parce que ça correspond à un fond finalement. Si on veut qu'un lecteur puisse suivre une série, être captivé par une série journalistique comme il peut l'être par une série sur Netflix par exemple, il faut pouvoir y apporter tout finalement les outils qui permettent cette addiction-là. On est allé chercher chez Netflix des trucs comme le double compte. Tous ces outils-là qu'on a voulu apporter à finalement une recette de presse, parce que le feuilleton journalistique, c'est une très très vieille recette de presse. Ça date du 19e siècle. Mais vraiment, la transposer à l'ère du numérique. Et puis au service de l'éditorial, on nous a décrit comme un site de slow journalisme. On est plutôt un site de deep journalisme, de journalisme profond. Je pense que la presse traditionnelle, trop longtemps, s'est coupée de ses lecteurs. C'est-à-dire que, nous, là, pour le coup, on l'a connu à Libération, les lecteurs, qui étaient pourtant des gens très attachés au titre. On l'a vu quand on a pu faire des journées portes ouvertes lors de grosses crises, avaient un peu perdu ce contact
avec les lecteurs, quoi. Qu'est-ce que le lecteur a envie de lire et pourquoi on lui imposerait telle ou telle chose dont il se fout, quoi. C'est quand même crucial et ça a compté beaucoup dans la construction des jours aussi, de se construire avec le lecteur. Nous, on a passé l'année 2015 à co-construire le média avec les lecteurs, à agréger une communauté. Ce qui est important aussi, c'est que cet actionnariat-là, il est clair, précis, et il est sur une page en accès gratuit des jours, où on met à la fois toute la structure de notre actionnariat et aussi les aides et subventions qu'on peut éventuellement recevoir. Ça aussi, dans la démarche de transparence, on ne cache rien, quoi. Les chartes déontologiques auxquelles on obéit y sont également, et ça c'est une démarche de transparence qui n'existe pas partout. C'est une véritable relation de confiance. Nous, on n'a rien à cacher. Les noms de nos actionnaires sont là, avec les pourcentages. Et tout le monde pourra voir que notre stratégie, ça a été quand même d'émietter tout ça entre plusieurs actionnaires, qui les limitent à des tout petits pourcentages. Et ensuite, tout est verrouillé de manière à ce que les actionnaires ne puissent avoir aucune influence. On a parfois tendance à aller planquer des actionnaires dont on a un peu honte ou qui dérangent dans les coins et dans d'autres structures. Là, tout est clair, écrit, transparent, c'est sur une page qui est en accès libre, donc tout le monde y a accès, et tous les lecteurs y ont accès, et le contrat est très clair, quoi. Et après, on fait aujourd'hui encore beaucoup de choses avec les lecteurs, par exemple, c'est quand même notre deuxième actionnaire, nos lecteurs, donc c'est pas rien, et c'est les seuls actionnaires qui ont le droit de faire des choses, d'ailleurs. Par exemple, nos lecteurs choisissent une série par an. Oui, le marketing sectoriel, là. Voilà, c'est ça. L'arnaque est vite répandue cette année. On fait voter les lecteurs, on fait des rencontres. Alors, quand le Covid ne nous empêche pas de le faire, on fait des rencontres avec eux. C'est vraiment une communauté forte et qui est importante. Chaque année, il y a le baromètre de la Croix qui est dévastateur pour les médias. Là, ça a été le cas très récemment, encore une fois. Je pense qu'il y a une véritable problème de confiance avec les médias, et si on veut rétablir cette confiance, il faut qu'on en parle ensemble, quoi. Il faut que les lecteurs puissent venir ici, puissent participer, on l'a fait aussi à des conférences de rédaction, voir comment se construit concrètement un média, et il y a rien de mieux pour ça que de faire, finalement, et d'être dans le contact permanent avec eux. Ouais, c'est sûr, mais c'est assez pratique en plus avec votre rédaction, vous journalistes, c'est qu'on peut contacter n'importe qui, en fait. On a choisi de pas avoir de commentaires sous les articles. Ouais. Qui était vraiment un choix tout à fait déterminé, de pas avoir de commentaires. En plus, les commentaires, ça correspond à une autre économie qui est celle de l'audience, finalement. On met des commentaires sous les articles pour que les gens restent plus longtemps sur le site et fassent grimper l'audience du site. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et éditorialement, on voyait pas l'intérêt. En revanche, on pousse effectivement les lecteurs à nous écrire. Il y a un formulaire à chaque fois en haut de chaque article pour pouvoir écrire, que ce soit des lecteurs ou que ce soit d'autres journalistes qui cherchent à placer une pige ou des choses comme ça. Donc qui vous a accompagné dans cette aventure? Vous en avez déjà parlé un peu plus tôt, mais est-ce que vous pouvez nous parler justement exactement de qui a cofondé, qui sont les actionnaires, qui sont les investisseurs et aussi la société des Amis des Jours, s'il vous plaît? Il faut toujours un peu de pédagogie quand on explique la création d'un média. Quand on crée un média, il y a des exemples atypiques. Par exemple, Arrêt sur Image, qui est un exemple assez atypique, puisqu'ils avaient déjà... En fait, eux, ils sont partis de la suppression de l'émission à la télé, qui a agrégé un grand nombre d'abonnés, qui leur a fait une espèce d'énorme matelas d'abonnés. Sinon, il faut trouver de l'argent si on n'est pas millionnaire soi-même, ce qui n'était pas le cas des cofondateurs des Jours. On s'est vraiment construit brique par brique et avec les lecteurs. Donc la première année, en 2015, ce qu'on fait, c'est d'abord on lance une landing page en disant en quelques mots, voilà l'idée de ce média. Si ça vous intéresse, vous vous inscrivez, vous recevrez une newsletter hebdomadaire. Donc ça, première chose, c'est ainsi qu'au bout d'un an, on avait quand même 14 000 inscrits à cette newsletter. Ces gens inscrits, on leur a dit là on fait un crowdfunding, vous pouvez participer concrètement à la construction technique du site. Parce que quand on crée un média et quand on crée un site, il faut à la fois prendre des développeurs qui vont construire techniquement
les fondations du site, et puis il faut un designer, un web designer pour dessiner les pages. Nous, on avait déjà l'idée éditoriale qu'on a continué à mûrir, mais vraiment, les lecteurs ont permis de construire le site. Alors ça s'est fait dans le deuxième semestre de 2015, et parallèlement, avec cette communauté de lecteurs, avec ce crowdfunding, ça nous a permis d'aller voir des investisseurs privés et de leur dire, voyez, on a déjà cette base-là qui vont devenir nos abonnés, donc vous pouvez nous faire confiance. Donc aujourd'hui, la structure de notre actionnariat, c'est alors l'énorme majorité, 69%, les cofondateurs des jours, c'est-à-dire les journalistes plus Augustin qui est le DAF. Ensuite, c'est les lecteurs qui appartiennent à deux structures différentes, à la fois une société des amis des jours, qui sont des lecteurs actionnaires, et de l'equity crowdfunding, qui sont aussi des petits actionnaires qui vont aider à construire le média. Et le troisième pilier, c'est une dizaine d'investisseurs privés qui sont à de tout petits pourcentages pour garantir l'indépendance, ne siègent dans aucune instance des jours. La réflexion globale, c'est qu'on était en train de monter un site avec des gens qui étaient embauchés, qu'il fallait payer, et tant qu'on n'était pas à l'équilibre, il fallait pouvoir payer les gens tous les jours, que ce soit nos salariés à plein temps, que ce soit les pigistes, rédacteurs ou photographes. Oui, en fait, c'était pas un passe-temps pour nous les jours, on n'avait pas un boulot à côté, ou alors on ne vivait pas sur Pôle emploi. On avait besoin de mettre en œuvre ce journalisme de qualité qui réclame de l'argent. Et là aussi, il n'y a pas de magie en fait. Et ce qu'il faut toujours expliquer avec beaucoup de pédagogie aux lecteurs, c'est que quand on est un média indépendant et qu'on n'est pas à l'équilibre, en fait, on peut se casser la gueule à tout moment. C'est pour ça que nous, on a fait des campagnes régulières, à raison d'une par an environ, pour dire et pour répéter aux lecteurs, aux abonnés, aux anciens abonnés, aux futurs abonnés, que en fait, sans eux, ce média n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui est toujours compliqué à faire passer parce qu'on a toujours eu l'habitude que les médias survivaient par magie et puis qu'ils dureraient toujours. Et non, en fait, quand on est un média indépendant, si on n'est pas à l'équilibre, on peut se casser la gueule. Si on a de bons titres sur les jours, parce qu'on se flatte d'en avoir des bons, si on a des papiers bien écrits, c'est parce qu'on a décidé d'embaucher 2 éditeurs qui sont donc là pour relire les papiers, les relire une nouvelle fois, parce qu'on a quand même plusieurs étapes de lecture. Il y a l'étape de la relecture par la direction de la rédaction, puis un nouveau niveau de lecture par l'édition qui va vérifier l'orthographe et qui va faire des titres. Et cette fonction-là de secrétaire de rédaction ou d'éditeur, elle est quand même très très rare dans la presse numérique, plus expliquer aussi que nous, quand on a des photos, c'est encore quelque chose qui se paye. On a un poste de directeur photo, ça existe encore une fois assez rarement dans la presse, qui fait appel à des photographes indépendants, qui fait que même si on parle de même sujet que Le Monde ou Le Figaro, nous, ça va être différent. Quand on fait des sujets au long cours, ça veut dire que pendant 3 mois, un journaliste des jours ne va pas être productif immédiatement, il sera en train de se renseigner sur un sujet, de se documenter, de faire des interviews, et à ce moment-là, il n'est pas productif pour le dire vite. Mais pendant 3 mois, il travaille, il se renseigne, mais quand il commence sa série, ça veut dire qu'il est déjà bon. D'autant que nous, on a choisi de ne vivre que du journalisme. On fait pas à côté de sites en marque blanche ou pas de native advertising pour je sais pas quelle marque. Nous, on ne vit que du journalisme. Oui. Et que des abonnements. C'est vraiment le modèle économique le plus pur, mais le plus difficile. Parce que il faut tout le temps garder les lecteurs éveillés, il faut qu'ils comprennent que sans eux, on n'est rien, en fait. C'est un peu le rocher de Sisyphe, quoi. On est en train de pousser notre rocher et c'est jamais gagné, en fait. C'est d'où le côté un peu addictif que vous essayez de donner justement aux séries. On a toujours envie de savoir la suite. On se dit, je suis abonné, je veux rester, je veux voir ça, quoi. Exactement. Au début, moi, des fois, je me disais, faut peut-être qu'on fasse un peu attention avec la série. Faut pas que les gens pensent que c'est de la fiction. Mais non, on n'a jamais eu ce genre de réflexion. Les gens ont vraiment totalement assimilé ce langage des séries. Et c'est vrai qu'on a nos articles qui s'appellent des épisodes. Quand on a une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison. Chaque intervenant d'un dossier qu'on aborde dans une série, c'est un personnage, et il y a écrit personnage, mais jamais, évidemment, on se sert des recettes de la fiction, mais jamais on ne fictionnalise nos papiers. Non, après, c'est une question aussi de mise en scène, parce que, par exemple, quand on va préparer une série avec un journaliste, il y a quand même ce qu'on appelle un synopsis. Il y a un synopsis avec un certain nombre d'épisodes, avec des personnages prêts à l'avance. On peut prévoir des choses, et puis, par moment, l'actualité va faire irruption et tout va être chamboulé, quoi. Sans fictionnaliser artificiellement, on essaie quand même de découper de manière à ce que c'est une cohérence comme une série, quoi. À ce qu'on avance dans le récit, mais finalement c'est un truc très naturel, parce que le journalisme c'est quoi ? C'est raconter
une histoire qui est une histoire vraie. Donc à partir de là, on peut quand même prévoir un synopsis d'une série où on va avancer sur divers angles, qui là aussi est un réflexe journalistique, un papier, un angle, sauf que là, l'ensemble de ces épisodes, qui peuvent être lus par ailleurs individuellement, on s'arrange toujours parce que chaque épisode puisse être lu en dehors de la série, mais l'ensemble de ces épisodes va raconter une histoire globale. Sauf que, à de très rares exceptions près, la fin de l'histoire, on ne la connaît pas. Vous avez créé une grande série qui s'appelle L'Empire, donc sur Vincent Bolloré, sur à la base son rachat de Canal+, il me semble, et la série s'est un petit peu prolongée. Est-ce que vous pensiez au départ que ça allait être aussi long ? Jamais. C'est vrai que cette série, cette obsession, on a commencé à y travailler avant le lancement des jours. On a commencé à y travailler très exactement d'ailleurs en juillet 2015, au moment où Vincent Bolloré prend le pouvoir sur Canal+ et commence à virer les anciens dirigeants. Avant même la création des jours, on a travaillé pendant 6 mois sur le sujet, ce qui nous a permis d'arriver avec un certain nombre d'épisodes. Mais c'est vrai que quand on s'est lancé, quand on a publié le premier épisode, jamais on aurait pu se dire qu'à 5-6 ans maintenant après, on y serait toujours, quoi. Oui. Assez vite, on s'est dit, tiens, il parle du 17 février 2022 tout le temps, en disant que c'est le jour de son départ à la retraite, et on s'est dit, nous, on poursuivra au moins jusqu'au 17 février 2022. Et puis, on y est. Puis après, c'est vrai que la série s'est développée au fil de ce grand scénariste qui est Vincent Bolloré, parce qu'il nous fournit toujours de nouveaux scénarios et de nouveaux rebondissements. Il est particulièrement inventif. Jusqu'à ce qu'on crée une autre série qui s'appelle L'Héritier, cette fois qui est consacrée à Arnaud Lagardère, qui est en train de se faire bouffer par Vincent Bolloré, comme il a bouffé Canal+ avant. C'est un exemple extrême, parce que c'est vraiment notre série des jours qui a le plus d'épisodes, et en même temps c'est là où on voit que ce modèle éditorial qu'on a inventé est tout à fait efficient, parce que des enquêtes sur Vincent Bolloré, il y en a dans tous les médias, à peu près. Mais si nous, on a pu vraiment sortir régulièrement des scoops, être vraiment à la pointe de tout ce qui concerne Vincent Bolloré et sa galaxie de médias aujourd'hui, et si on a pu aussi voir arriver certaines choses, parce qu'on connaît la manière dont il fonctionne finalement, qui est assez cyclique et qui se répète systématiquement, c'est grâce à ce modèle éditorial. Et c'est là où les jours prennent toute leur valeur, où on voit que ce modèle éditorial-là peut aboutir sur une véritable enquête creusée, où on va pouvoir retrouver des épisodes passés, où on va pouvoir faire référence à, par exemple, quand toute la rédaction d'Europe 1 et la quasi-totalité de la rédaction d'Europe 1 est partie cet été, on a pu mettre ça en relation avec à la fois iTélé et ce qui s'est passé au service des sports de Canal+, quoi. Ça permet d'avoir une expérience journalistique complète sur le phénomène Vincent Bolloré, et profonde, qui prend en compte la dimension historique, quoi. Quand on a créé les jours, on se disait on veut lutter contre l'info sans mémoire finalement, où on va retrouver des dépêches copier-coller d'un site à l'autre, où une info va chasser l'autre, et jamais on va se souvenir que ça rappelle cet autre truc. Ça a permis en fait ce travail qui, je pense, est unique vraiment sur ce personnage-là. Et vous, c'est quoi votre regard, vous qui suivez depuis du premier épisode jusqu'à maintenant, donc le 176e, la série n'est sûrement pas prête de s'arrêter, puisque je sais que Isabelle, vous avez été à la commission d'enquête récemment, et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette commission d'enquête, par exemple ? Isabelle, c'était comme dans Don't Look Up. Comme dans quoi ? Comme dans le film Don't Look Up de Netflix. Ah oui, c'est vrai, vous êtes senti pareil. Mais exactement. J'avais l'impression d'être Vincent Bolloré. Ça fait 6 ans qu'on dit attention, il arrive, attention, ça va se passer, attention, parce qu'il fait toujours ça, donc maintenant il va faire ça. Donc attention, la comète Vincent Bolloré, on va se la prendre sur la gueule en fait. Et je suis la personne qui dit on va tous crever. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. On voit arriver ce qui arrive aujourd'hui, qui est quand même très grave. C'est-à-dire que d'un Vincent Bolloré qui, après tout,
en 2015 fait le ménage dans les anciens dirigeants de Canal+, on est dans un truc assez classique. Hein. On est pour, on est contre, mais en tout cas, arriver dans une entreprise et virer les anciens pour mettre les hommes à soi, voilà, c'est assez classique. En revanche, en arriver à construire un candidat à la présidentielle qui s'appelle Éric Zemmour et qui est un danger pour la démocratie, je crois qu'on peut le dire comme ça sans se tromper, c'est quand même très grave, quoi. Et alors Vincent Bolloré, notamment devant la commission d'enquête sénatoriale, a dit oui, mais je suis pas tout seul, il était partout, il était sur France Télévisions, il était sur la 6. Sauf que c'est très différent ce qui s'est passé sur CNews, en fait. Il s'est retrouvé dans un écrin. C'est-à-dire qu'autour de lui, il avait 3-4 chroniqueurs qui n'étaient pas des opposants ni des adversaires. Il avait en face de lui une présentatrice complètement, comment dire, inefficace dans la contradiction et dans le recadrage, on va dire, pour être gentil. Et ça, enfin, c'est ce que Vincent Bolloré a fait avec Éric Zemmour, c'est le plus grand média training qu'on ait jamais connu d'un candidat à la présidentielle. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tranquillement, jour après jour, il a exposé ses idées sur une chaîne gratuite. Faut quand même pas oublier que CNews, c'est une chaîne de la TNT. Donc c'est une chaîne qui appartient à l'État et qui est octroyée généreusement à l'État à Vincent Bolloré, quoi. Et il a pu exposer toutes ses idées jour après jour, tranquillement, sans aucun ou presque personne qui va le contredire. Et voilà. Et aujourd'hui, résultat, on en est là. C'est la conséquence très directe de ça. Et cette commission d'enquête qu'il y a eu au Sénat, donc sur la concentration des médias, est-ce que vous pensez qu'elle arrive un peu trop tard finalement, que les dirigeants politiques ils se réveillent un peu Oui, ça c'est certain. Nous, on a suivi effectivement la grande grève d'ITélé fin 2016. Il y avait quelques politiques qui venaient aux manifestations qui avaient lieu. Roselyne Bachelot, par exemple, qui avait quitté la politique à l'époque, mais qui est aujourd'hui ministre de la Culture. On a vu plusieurs fois des politiques là-dedans. Mais par exemple, la grève d'Europe 1 au printemps 2021, c'était la toute première grève d'Europe 1 en 60 ans d'existence. Il y a eu 3 jours de grève, c'était gigantesque pour eux. On s'est retrouvés à des manifs, il y avait personne, aucun soutien politique, et il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que Vincent Bolloré se retrouve un peu au centre de l'attention. Et c'est certainement le principal bénéfice de cette commission d'enquête. On verra ce à quoi elle aboutit, quelles seront ses préconisations, mais c'est de mettre une tête sur cette concentration des médias et cette situation qui est en train qu'on vit aujourd'hui. Qui est pas seulement due à Vincent Bolloré, hein, c'est un truc plus global. On a d'un côté la concentration via Vivendi et de l'autre côté on a la fusion TF1-M6. Donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui quand même dans une situation assez inédite de concentration des médias en France, mais il y a aussi une commission qui est gouvernementale pour le coup et qui a dit déjà que ça s'appliquerait pas à TF1-M6 par exemple, quoi. En fait on est en train d'attaquer le numérique avec des outils de l'âge de pierre, quoi. On a une espèce de loi qui est plus du tout adaptée, qui est complètement obsolète, mais on s'en aperçoit maintenant que tout est là, quoi. Malheureusement, c'est un peu trop tard, mais il est peut-être pas trop tard pour essayer quand même de bien faire et de faire qu'à l'avenir, il y ait des choses qui puissent être verrouillées. Mais Tristan Alex y a passé un temps fou, quoi. Enfin, ça lui a pris une partie de son temps, mais il y a aussi l'exemple de Basta, hein, qui pour le coup est un média indépendant, qui a été attaqué par Vincent Bolloré, et nous on en avait fait un papier d'ailleurs, il nous avait raconté à quel point ça devient chronophage et il faut de l'argent, hein, tout simplement pour se défendre, mais dans ces cas-là en fait, je pense qu'il faut faire appel à la solidarité. Hein. Il me semble que c'est ce qu'avait fait Basta, d'ailleurs. Mais de fait, ça implique dans la pratique du journalisme d'être encore plus pointilleux, encore plus sérieux qu'on l'est en permanence. Alors nous, il se trouve qu'on est 2 à travailler sur un sujet. Ça multiplie les sources et ça multiplie les croisements d'informations. Beaucoup de gens qui témoignent dans les articles témoignent en off, comme on dit. Donc c'est-à-dire sans qu'on donne leur nom, parce que ces gens-là, soit sont des anciens de Canal+, qui ont signé des clauses de confidentialité, soit des gens qui, dans le climat de terreur instauré par Vincent Bolloré, ne veulent pas parler. Même ces gens qui parlent en off, on leur dit voilà, si demain Vincent Bolloré nous attaque là-dessus, est-ce que vous êtes prêts à venir au tribunal faire une offre de preuve? Et donc on est obligé de on fait ce genre de choses systématiquement. Enfin, le travail d'offre de preuve qu'on pourrait devoir
devoir fournir, hein, on l'a tout le temps en tête en fait quand on travaille. Il y a des choses par exemple qu'on n'a pas sorties parce que on savait qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas avoir les offres de preuves suffisantes. Oui. C'est-à-dire des choses qu'on sait vraies, mais on n'avait pas par exemple un document écrit qui prouve que, enfin tout ce travail-là, c'est vrai qu'on l'a toujours en tête, quoi. Et c'est des choix à faire. Par exemple, dans un des tout premiers épisodes de l'Empire, on raconte la journée du 3 septembre 2015 où Vincent Bolloré, lors d'un comité de direction réunissant les plus hauts cadres de Canal+, s'adresse au cadre et en vire un tiers séance tenante. Nous, on a publié le son de ça. Notre avocat nous disait attention, ça peut être attaqué. Et nous, on a dû arbitrer en se disant c'est quoi entre l'intérêt économique des jours éditorial qu'il y avait à publier ce son-là, et on l'a publié. Donc quoi qu'il arrive, en fait, il y avait plus de bénéfices de le publier que de ne pas le publier pour l'intérêt journalistique. Sur certains papiers, on fait appel à notre avocat, et le boulot d'un avocat, c'est de vous dire, là vous êtes à risque, là vous êtes à risque, là vous êtes à risque. Et ensuite, c'est à nous d'arbitrer, de choisir si l'intérêt journalistique, malgré les risques, est supérieur et qu'on veut le publier quand même. Et est-ce que vous recommanderiez à un jeune journaliste, moi, on va dire, par exemple, voilà, et moi ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sort d'école, qui n'a pas forcément de médias et qui est pigiste et qui n'a pas de médias derrière lui avec tout un arsenal justement qui peut se protéger, de quand même faire ce genre d'enquête? Pour les pigistes, c'est un peu compliqué parce que les médias ne suivent pas toujours... ne soutiennent pas toujours les pigistes. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut toujours faire des enquêtes. Voilà. Nous, on est particulièrement... et on n'a pas peur, hein, nous non plus, mais nous, on fait particulièrement attention parce qu'on sait quel est le personnage qui est en face. Après, jeune ou pas, pigiste ou pas, le journalisme, c'est toujours la même chose. C'est quand même de faire un travail rigoureux, sérieux, vérifié, avec suffisamment de sources pour que ensuite, si par malheur ce travail venait à être attaqué, il y ait des offres de preuves, en fait. Je ne saurais qu'encourager les journalistes, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge et d'où qu'ils viennent, à faire des enquêtes. Donc, dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance des médias aujourd'hui en France ? J'en pense du bien, moi. Non, mais il devrait y en avoir plus. C'est vraiment quelque chose auquel les lecteurs sont très attachés. Et derrière l'indépendance, c'est la question du pluralisme. C'est-à-dire qu'il faut que 100 médias naissent et que 100 médias vivent simultanément. Il ne s'agit pas d'empêcher Le Monde de vivre parce que c'est Xavier Niel qui le détient, Le Figaro parce que c'est Dassault. Il faut que les médias aient tous la même chance finalement. Quand on est un jeune média qui naît comme Les Jours, il faut qu'on ait les mêmes chances de pouvoir porter des voix et porter des voix différentes, et ça passe par l'indépendance des médias qui doit être assurée par l'État, parce que c'est le rôle de l'État d'assurer le pluralisme de la presse. Et donc c'est pour ça qu'il faut que l'État donne les mêmes chances à tout le monde. Qu'est-ce que vous recommanderiez à des personnes en fait qui veulent monter un média tout simplement, un média indépendant, qui ne veulent pas dépendre de la pub, qui veulent pas faire de sponsoring, qui veulent pas avoir des content managers comme on dit? De renoncer à dormir déjà. Oui, d'avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage, de la volonté. Puis surtout une bonne idée. Faut une bonne idée. Et être tenace, jamais lâcher, vraiment. Avec Les Jours, on a passé du temps, on a passé 1 an à peaufiner notre idée, qui paraît simple comme ça sur le papier, mais qui avait besoin d'être travaillée. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore là. On a parlé d'un printemps des médias pendant un temps. Et finalement, de ces médias-là, il reste Society et nous, pour aller très vite. Si, il reste quand même Médiacité. Mais ça demande effectivement une bonne idée, une idée différente, et une idée travaillée et retravaillée et éprouvée. Et il faut que les journalistes aussi apprennent à ce qu'on ne nous apprend jamais quand on est dans un grand média, c'est... Devenir très concrètement des entrepreneurs, même si c'est des entrepreneurs des médias, des entrepreneurs avec toutes les responsabilités et les difficultés que ça implique, quoi. D'autant plus sur la presse qui est pas vue comme quelque chose qui va être économiquement forcément rentable, et où d'ailleurs on peut se poser la question de est-ce que ça doit l'être finalement, parce que c'est des idées, c'est la démocratie aussi. Nous on plaide pour à la fois être à l'équilibre économiquement, c'est-à-dire être sain économiquement, parce que ne pas être sain économiquement et vivre uniquement des aides, c'est comme ça que les médias se décrochent de leurs lecteurs, quoi. Ils sont complètement hors sol, ils sont dans une économie où ils se posent jamais la question de qu'est-ce qui intéresse les gens, et voilà. On plaide à la fois pour ça, pour des médias viables économiquement, parce que c'est sain, mais aussi qu'on puisse aider l'indépendance. Aujourd'hui, voilà, on n'aide pas l'indépendance. Prosaïquement, aujourd'hui, il n'y a pas d'écosystème de la presse indépendante, et c'est dommage. On n'encourage pas
médias indépendants. Quand on lance un média indépendant, pour en revenir à la question sur qu'est-ce qu'on conseillerait à un journaliste qui veut se lancer, il faut s'attendre à des galères sans nom, en fait. Et ne pas être aidé, quoi. On peut compter aujourd'hui que sur ses lecteurs. Enfin, moi je trouve qu'après c'est un autre problème plus philosophique, mais c'est quand même un problème d'une société qui va pas aider les médias indépendants et qui ne va aider que les grands groupes. Je pense qu'on est quand même en période de campagne électorale et que les candidats devraient réfléchir un tout petit peu à ça. Mais c'est une belle fin, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez aimé ou non, ce que vous voudriez entendre plus ou moins, et pourquoi pas une idée de personne à inviter à l'avenir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram à mediatopia-podcast pour ne rater aucun épisode et soutenir les jours en vous abonnant aux médias. À bientôt, salut!